Hélène Buzetti, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Alors, commençons par Ed Broadbent, figure importante de la politique canadienne. Tour de table. Je vais commencer avec vous, Chantal. Puis je le disais en passant à M. Chrétien sur le lac Meach. Il a contribué à ouvrir le Québec au NPD un peu, en tout cas, entre autres choses. J'irais jusqu'à dire qu'il a été le premier chef néo-démocrate à vraiment commencer à semer au Québec dans l'espoir de récolter des sièges et d'établir le NPD au Québec. Il avait recruté des candidats qui, par la suite, ont fait de la politique active à Québec. Il avait pris le temps de perfectionner son français en suivant des cours d'immersion. Et avant lui, le NPD parlait pas beaucoup et s'occupait pas beaucoup du Québec. C'était pas dans sa culture. Il s'était certainement beaucoup réjoui à l'époque de la vague orange du résultat de l'élection. Étonnamment, M. Broadbent, c'était un homme de gauche. C'était pas un homme de centre. Et je me souviens, on avait eu une conversation quelques mois après l'arrivée de cette vague qu'il avait longtemps espéré lui-même. Et il était heureux. Mais d'un autre côté, il était un petit peu inquiet de l'idée que ça amène le NPD à se rapprocher du centre. Et rappelez-vous, quand Jack Layton est décédé et que Thomas Mulcair s'est lancé dans la course à la direction, M. Broadbent ne l'appuyait pas. Et il ne l'appuyait pas. Pourquoi? Parce que déjà, à cette époque-là, il disait qu'il va essayer d'amener le parti au centre et ça va le dénaturer. Alors, je dirais, moi, que dans les chefs néo-démocrates, les trois premiers, et c'est Ed Broadbent est là-dedans, sont souvent vus, même de son vivant, il l'était vu comme ça, comme plus grand que nature, et c'est peut-être le dernier chef néo-démocrate qui a eu droit à ce genre de piédestal-là à l'intérieur même de cette formation. Oui, et une envergure et aussi une élégance, on le soulignait plus tôt, Michel, qui est, on espère pas passer totalement, mais enfin, oui, dans son cas, il l'incarnait. Oui, c'était un homme assez remarquable. C'était un intellectuel, M. Broadbent. Il n'a pas eu une carrière universitaire très longue, mais il avait commencé je ne me souviens pas quelle université en Ontario. Mais contrairement à quelqu'un comme, mettons, M. Ignatieff, lui a réussi à passer en politique avec beaucoup d'aisance et d'élégance, comme vous dites. Et c'est vrai que c'était un homme de gauche. Lui, je me souviens, puis ça m'avait frappé à l'époque, il parlait jamais de la classe moyenne. C'était pas à la mode, le mot, à l'époque. Lui, c'était toujours les Canadiens ordinaires. Et il avait toujours ce mot-là à la bouche. Et il était plus populaire que son parti. Beaucoup plus populaire. Je me souviens, après l'élection de 84, là, où les conservateurs avaient rasé le Canada au complet, là, ou pratiquement, je pense que l'NPD avait seulement une trentaine de sièges. Mais sur le plan personnel, la popularité de M. Broadbent dépassait celle de M. Mulroney et de M. Turner. Alors, c'est un gars qui avait des qualités personnelles assez remarquables. C'est intéressant ce que vous dites, Hélène, c'est qu'il s'est rapproché, parce qu'en 88, il y a eu 43 députés, je crois. Il s'est rapproché, mais comme dit Chantal, il ne voulait pas non plus se dénaturer, il ne voulait pas faire trop de concessions, là. Oui, c'est important. Je reviendrai là-dessus sur ce que Chantal disait parce que oui, effectivement, c'était un homme de gauche et ne voulait pas ce recentrage et donc il n'était pas d'accord avec à chaque fois qu'on commençait à parler d'une peut-être fusion du parti NPD avec le Parti libéral, il n'était pas d'accord avec cette idée. Une coalition? Pourquoi pas? Mais une fusion, pas du tout. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler qu'en 2008, décembre 2008, quand M. Harper est minoritaire, bon, fait quelque chose qui ne plaît pas à l'opposition, et là, se fomente une tentative de coalition des partis de l'opposition. Eh bien, tout ça a été éventé quand on a su que, justement, M. Broadbent parlait avec votre précédent invité, Jean Chrétien, et que les deux, donc les anciens bonzes de ces deux partis-là, discutaient entre eux d'une possible coalition et comment on ferait pour aplanir les angles. Alors, il était d'accord avec ça, mais sans fusion. Et récemment encore, cet automne, M. Broadbent avait fait une sortie publique un petit peu de temps avant le congrès du NPD pour un peu dénoncer la longueur de l'entente qui avait été conclue entre Jagmeet Singh, l'actuel chef du NPD, et Justin Trudeau en disant peut-être que ce serait le temps de commencer à se décoller parce que l'élection arrive, on doit retrouver notre identité propre. Ouais. Alors vraiment, c'était important pour lui de garder ça. Mais je voudrais le dire comme tout le monde, c'était un personnage avec
beaucoup de hauteur, de la décence dans le propos. Il était intellectuellement intègre. Ce sont beaucoup de qualités qui manquent parfois aujourd'hui dans la sphère politique. Voilà, oui, quand on compare, très bien. Monsieur Chrétien, à qui on vient de parler, 90 ans, il y a une grande fête organisée à Ottawa ce soir. J'ai cité, tout à l'heure, je vais citer Paul Martin, M. Harper et Mulroney, bien sûr, qui, bien sûr, ont écrit des bons mots. C'est normal quand on a 90 ans. Mais il reste que... Et de voir sa fougue encore, sa forme encore, tour de table là-dessus, ce que ça vous inspire? Et quand je vais demander, va-t-il conseiller à M. Trudeau de quitter ou pas? On ne sera pas là dans les secrets des discussions, mais tour de table. Hélène. Oui, d'abord, je veux juste préciser quand même, ça me fait rire, quand il parle de sa triple couronne, là, 30, 60, 90. En fait, on est à 31, 61, 90. Ça fait un an qu'on célèbre sa triple couronne. Je trouve ça quand même intéressant de le mentionner. C'est drôle comment, avec le recul quand même, il y a certaines aspérités des politiciens qu'on finit par oublier. Évidemment, Monsieur Chrétien a été au Parti libéral, ce que, dans un certain sens, Monsieur Ed Broadbent a été pour le NPD. C'est un politicien qui est encore beaucoup aimé. L'automne dernier, il était au congrès du Parti libéral et, encore une fois, il a fait un discours et il avait tout le monde dans sa petite poche. Mais on oublie un petit peu facilement peut-être une certaine part d'ombre de son héritage. Je pense entre autres son caractère que j'appellerais croque souverainiste. Hein. Tous les moyens étaient bons pour combattre le mouvement souverainiste, notamment le Love-in de 1995 qui était en contradiction, en contravention de toutes les lois électorales québécoises. Et ça a même donné lieu à ce fameux programme des commandites qui a littéralement coulé le Parti libéral et qui l'a obligé à se réinventer. Alors, ça a été, oui, un très grand tacticien, mais il y a quand même beaucoup de passifs à son actif, si je peux dire. Oui, bien sûr. Chantal, qu'est-ce que ça vous inspire que ce moment chrétien ce soir? Bon, d'abord, personnage intéressant, c'est sûr. On a l'impression qu'il a toujours été là, parce qu'il était là quand on est arrivé pour couvrir la politique, puis il est encore là aujourd'hui, il faut le faire là, quand même, avec cette vigueur-là. Cela dit, vous lui avez demandé s'il pourrait donner des conseils à Justin Trudeau sur partir ou rester. Monsieur Chrétien pourrait aussi donner des conseils à ceux qui veulent le poste de Justin Trudeau. Il a quand même passé une partie de sa carrière à tenter de déboulonner John Turner, qui l'avait battu au leadership. Et une autre partie, il l'a dit lui-même, là, il est resté pour un 3e mandat parce que sa femme l'encourageait à ne pas laisser sa place à Paul Martin. Alors, c'était vraiment un politicien qui a eu des politiques qui ont bien réussi. Et évidemment, l'histoire de l'Irak, c'est quelque chose qui non seulement va rester dans son héritage, mais qui, d'autre part, récupère beaucoup des choses que certains pourraient lui reprocher, à commencer évidemment par les commandites et par un style où on ne fait pas de quartier. L'Irak, pour lui, c'était comme une rédemption au Québec parce qu'au-delà de la carapace, le fait d'avoir été détesté au Québec pendant beaucoup d'années après le rapatriement, ça a été extrêmement difficile. Puis l'Irak, il s'est vu aimer par les mêmes qui ne l'aimaient pas, Michel. En tout cas, bref, on ne fera pas toute l'histoire, mais vos impressions. Mais dans le bilan, je pense que sa lutte acharnée contre les souverainistes va l'emporter de beaucoup dans la mémoire collective au Québec, beaucoup plus que son attitude courageuse, c'est vrai, dans le conflit en Irak. Mais écoutez, du début à la fin de la carrière, là, les hauts faits de M. Chrétien, d'un point de vue québécois, c'est quoi? C'est le rapatriement de la Constitution, où il avait été extrêmement actif, son rôle, évidemment, dans le 2e référendum, où là, il était premier ministre, le sabotage de l'accord du Lac-Meech. Il a tout fait pour que ça échoue, cette histoire-là. Après ça, ça a été la loi sur la clarté. Lui, il trouve que c'est parmi ses bons coups, mais d'un point de vue québécois, disons que l'appréciation est passablement plus mitigée. Le scandale, le programme, mais qui est devenu le scandale des commandites. Alors, au total, je pense que, vu du Québec, tout le monde reconnaît l'efficacité politique de M. Chrétien. C'est une bête politique remarquable, sa longévité en fait foi. Mais quand on fait le bilan qualitatif, si on veut, c'est beaucoup moins évident. OK. J'allais en parler après l'autre sujet, mais je vais le devancer. M. Coderre, vous avez écrit là-dessus
Chantal, vous en avez parlé, à peu près tous les chroniqueurs en ont parlé, évidemment. Il va le croiser ce soir. Denis Coderre est là ce soir. Revenons sur les intentions de Denis Coderre qui sont claires. Lui, il veut, enfin, il dit, j'y pense sérieusement, à voir. Qu'en pensez-vous? Tour de table, on en a parlé hier, mais je suis intéressé à vous entendre, vous. Tour de table rapide là-dessus, Hélène. Oui, bien évidemment que ça attire les projecteurs sur cette course. Donc, en soi, peut-être ça va donner un peu de oomph à cette course dont on ne parlait pas beaucoup. Mais ceci dit, on parle... Il n'y avait pas de course, Voilà. il n'y a pas de courseur. Voilà, mais il y a une chose importante à mentionner, c'est que les règles de la course, c'est maintenant c'est un système de un membre, un vote, mais c'est pondéré, c'est un système de points. Et il y a 1/3 des points qui sont accordés au vote des jeunes de 25 ans et moins. Je suis pas certaine que c'est le segment auprès duquel M. Coderre pourrait performer le plus. Alors, je ne sais pas si dès en partant déjà, les règles font en sorte qu'il pourra avoir beaucoup de succès. Michel, parce que vous finissiez votre chronique en disant si le PLQ se cherche un capitaine Canada, en tout cas là, les habits lui font bien. Ah, absolument. Si, par exemple, la remontée du PQ fait en sorte que la prochaine élection, la question est encore une fois référendaire ou pratiquement, là, M. Coderre va être, disons, à l'aise. Il a joué dans ce film-là, pas comme premier acteur, mais il était là, lui, avec M. Chrétien, là, puis pendant les années de lutte contre les souverainistes. Mais j'ai hâte de voir dans quelle mesure la greffe veut prendre. C'est sûr qu'il y a des gens qui trouvent que M. Coderre, ça serait une bonne idée. Le premier sondage qui avait été fait après le départ de Mme Anglade le mettait beaucoup plus haut que tous les autres, y compris Marois Risky, François-Philippe Champagne, etc. Mais je ne suis pas certain que la greffe va prendre et qui correspond vraiment à ce que les libéraux cherchent à faire, c'est-à-dire à se reconnecter avec la majorité francophone, les régions. Écoutez, moi, je ne serais pas surpris du tout de voir apparaître à un moment donné un mouvement, là, un ébodé bas de Coderre, là, et il y aura, mais ça va rendre la chose très intéressante, je pense, un débat qui va vraiment s'enclencher au sein du Parti libéral. Une vraie course, peut-être. Une vraie course, peut-être, oui. Une des raisons pour lesquelles, quand le passé du Parti libéral du Québec lui faisait vivre des heures plus glorieuses, on ne se tournait pas vers des ministres fédéraux, des ministres de Jean Chrétien, pour les nommer, comme Martin Cochon ou Denis Coderre à l'époque, c'est parce que le Parti libéral du Québec a toujours été assez jaloux de son identité propre et plus nationaliste que le Parti libéral fédéral. Alors, l'idée que quelqu'un de cette époque-là, c'est même pas une question d'âge, soit la solution du Parti libéral du Québec qui se cherche, en plus du problème des jeunes, parce que Hélène a raison, on est à un moment où il y a un changement de génération. Et on le voit en politique québécoise, on l'a vu au Manitoba au cours des élections récentes. L'idée qu'on peut régler le problème en allant chercher quelqu'un qui, oui, a un tirant d'eau parce que son nom est connu. Je suis pas convaincu, moi, que c'est la voie de la résurrection d'un parti qui se cherche. Ça ressemble plus à une reddition. C'est le seul endroit au Canada, à ma connaissance, où le Parti libéral fédéral et le Parti libéral provincial, entre guillemets, ne sont pas une seule et même famille. Ça aurait pour effet d'oblitérer un peu cette ligne-là. Très bien. Je vous montre un tableau, intention de vote au Canada, c'est Abacus. Il y avait eu un léger fléchissement des conservateurs juste avant Noël, en tout cas selon Abacus. Puis là, ça confirme pas mal à peu près tout le reste, mais celui-là est assez haut pour les conservateurs. 41, 24, 18. M. Trudeau, dans les entrevues de fin d'année, l'a dit à tous les intervieweurs sur tous les tons. Il est là pour la prochaine bataille. Il dit « J'ai pas encore enfilé mes gants de boxe ». Hélène, on en avait parlé avant Noël. Ouais. C'est quand même des sondages quand même durs et décourageants si vous êtes libéral. Michel. Oui, écoutez, je pense que là, on voit juste les intentions de vote, mais toutes les questions qui ont été posées dans le sondage Abacus vont toutes dans le même sens. C'est-à-dire que les gens n'en veulent plus des libéraux et du gouvernement Trudeau. Je pense qu'il y a seulement 16 des Canadiens qui voudraient que les libéraux soient réélus. 16 là, ça vous donne une idée. Alors, je ne sais pas ce que M. Trudeau va finir par faire, mais moi, je suis convaincu depuis toujours que M. Trudeau, puis c'est parfaitement normal, je comprends pourquoi il dit qu'il va être là, mais je ne suis pas convaincu du tout que c'est ce qui va arriver. Si dans un an, on est toujours avec des chiffres comme ça, il y a bien des libéraux qui vont dire, écoute, mon bon Justin, tu ne peux plus rester. Là. OK. Chantal.
J'ai rarement vu autant de sondages sur les intentions de vote fédérales à 1 an et demi d'une élection que depuis 3 ou 4 mois. Bon et point. en grande partie, quand je suis allé voir le relevé des sondages sur les sites qui les regroupent, en partie parce qu'Abacus, la firme dont on parle aujourd'hui, sonde, mais alors là, à un rythme effréné, je pense qu'en campagne électorale, ils ne pourront jamais sonder plus. Mais quelque part, ce à quoi ces sondages-là mènent, et les discussions qu'on a, c'est à faire dire aux libéraux, il faut que le chef s'en aille. Il y a plusieurs façons, là, c'est la chanson 30 Ways to Leave Your Lover. Il y a plusieurs façons de se débarrasser d'un chef qui est premier ministre. Et moi, je pense que ça alimente le désir de plus en plus évident de bon nombre de libéraux de dire il faut qu'ils partent, il faut qu'on cherche une solution dans un remplaçant. Je ne suis pas convaincu qu'ils ont raison, mais ça contribue quand on regarde les détails du sondage, mais les sondages sont présentés avec l'analyse, c'est le changement, c'est le changement, c'est le changement. Dans les petites lignes qu'on ne lit pas toujours de l'analyse du sondage dont on parle aujourd'hui, on apprend que si vous prenez seulement les provinces à l'extérieur des prairies, l'Atlantique, l'Ontario et la Colombie-Britannique, le seul mouvement qu'il y a eu entre ce sondage-là et le précédent, c'est 2 points. En clair, c'est la marge d'erreur. Donc, attention, je commence à vouloir des sondages où on enlève l'Alberta et la Saskatchewan pour voir ce que ça donne. OK. Hélène, conclusion. Ce que ce sondage-là nous montre, c'est qu'il n'y a aucun parti politique, à part les conservateurs, qui a intérêt à aller en élection en 2024. Et les libéraux s'accrochent à ça, se disent on n'ira pas en élection cette année et les taux d'intérêt risquent de diminuer. Alors, ce que pensent les libéraux, c'est qu'avec la diminution des taux d'intérêt, l'inflation qui se calme, la colère populaire dont se nourrit tellement le chef conservateur Pierre Poilievre va diminuer. Et vous faisiez référence à l'entrevue d'avant Noël, Patrice. M. Trudeau semble penser qu'il peut laisser du temps à M. Poilievre pour qu'il se cale lui-même. Et l'épisode de cette semaine, par exemple, avec l'arrestation du journaliste de Rebel News et la défense à laquelle s'est porté les partis conservateurs de cette bande, eh bien, les libéraux voient ça comme toutes des choses négatives au passif de M. Poilievre et donc ça pourrait jouer en leur faveur. Merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.